24 juin 1948. Les Berlinois des secteurs américains, britanniques et français se réveillent en faisant face à une bien mauvaise surprise. L'armée rouge encercle la partie ouest de la ville et interdit tout ravitaillement terrestre. Ainsi, ce sont 2 millions de personnes qui se retrouvent de facto en état de siège. Cela fait plusieurs mois que Staline pense à une telle action drastique, alors que les Occidentaux avaient émis leur volonté, depuis fin 1947, d'unifier leurs zones d'occupation respectives et de fonder une nouvelle monnaie pour ce nouvel État ouest-allemand, le Deutschmark. Pour les Soviétiques, ce blocus de la moitié ouest de Berlin a donc pour but de soit forcer les capitalistes à abandonner Berlin, soit de les amener à la table de négociation, afin de recréer l'État allemand unifié, mais totalement neutre et strictement démilitarisé. Le blocus de Berlin pose un véritable problème aux dirigeants occidentaux et les force à agir. Dès le commencement de la crise, ils se sont décidés à maintenir leur présence dans l'ancienne capitale allemande, coûte que coûte. Pour ce faire, ils doivent déjà prendre en compte l'impossibilité d'une riposte militaire, tant l'avantage serait aux soviétiques et les risques d'une nouvelle guerre mondiale dramatiquement accrus. Pour nourrir 2 millions de personnes sans aucun lien terrestre, les dirigeants ne voient qu'une seule solution, un pont aérien. C'est ainsi que des dizaines et des dizaines d'avions vont ravitailler la moitié ouest de Berlin en se relayant chaque jour. Pour beaucoup, cette solution n'est pas du tout tenable sur le long terme, tant le défi logistique semble insurmontable. Mais contre toute attente, le pont aérien est un franc succès et une famine est évitée. Le 12 mai 1949, après 11 mois de blocus, Staline et le reste des dirigeants soviétiques doivent se rendre à l'évidence. Chaque mois, le ravitaillement aérien des Occidentaux se fait plus massif et efficace, et désormais, plus aucun compromis de la part du camp adverse ne peut être attendu, car la situation est largement à leur avantage. Certes, il y aurait l'option militaire, qui consisterait à détruire chaque avion en vol au-dessus de Berlin-Ouest. Mais cela rendrait une guerre globale quasiment inévitable, et dans un tel scénario, le bloc communiste, encore privé de l'arme nucléaire, ne pourrait faire face. C'est pourquoi le 12 mai 1949, le blocus terrestre est levé, sans aucune contrepartie. Avec cet échec soviétique, le statu quo en Allemagne est garanti. Cela permet aux Américains, aux Britanniques et aux Français d'unifier leur zone d'occupation afin de former un nouvel État, la République fédérale allemande, officiellement fondée le 23 mai 1949, alors que la zone d'occupation soviétique devient la République démocratique allemande, créée le 7 octobre de la même année. Cette fondation de 2 États allemands en concurrence idéologique fait écho à un mouvement plus global qui se déroule dans toute l'Europe à la même période, la constitution de 2 blocs, capitaliste à l'ouest, communiste à l'est. Cette division du vieux monde est particulièrement visible dans un événement aux conséquences capitales s'étant déroulé en Tchécoslovaquie. Bien que libéré par l'armée rouge à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le pays se retrouve dans une situation complexe dans les premières années d'après-guerre. D'un côté, les soviétiques ont libéré le pays et jouissent par conséquent d'une très forte influence locale, mais de l'autre, le gouvernement légitime, qui s'était réfugié à Londres lorsque le conflit faisait rage, est beaucoup plus proche de l'Occident capitaliste et démocratique. Son dirigeant, Edvard Beneš, est très affaibli par la maladie et doit, depuis les élections de 1946, composer avec les communistes. Très rapidement, ces derniers, avec l'aide de Moscou, affirment leur assise politique avec de fortes campagnes de propagande. Ils obligent ainsi le gouvernement à refuser le plan Marshall. À partir de ce moment, le pays se tourne de plus en plus vers l'Est. Il ne manque plus que le parti communiste local prenne véritablement le pouvoir pour que leur mainmise devienne claire. Le 25 février 1948, sous une très forte pression soviétique, le président Beneš doit accepter la démission de tous les ministres non communistes de son gouvernement. C'est le coup de Prague, qui met un terme à la démocratie tchécoslovaque, remplacée par une dictature socialiste. En Occident, cet événement choque et terrifie surtout. En France et en Italie, on a peur qu'un tel coup de force se produise, alors que les communistes sont une force politique majeure. À Washington, cela confirme les craintes géopolitiques du gouvernement et du président Truman. Certains se rappellent alors les propos de Churchill à Fulton, 2 ans plus tôt, le 5 mars 1946. Lors de ses discours, l'ancien Premier ministre britannique appelait à une alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni afin de contrecarrer l'expansionnisme soviétique. Maintenant que Moscou a fait preuve d'une politique étrangère agressive, il ne reste plus qu'à réaliser cette alliance anticommuniste. Le 4 avril 1949, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni signent le traité de l'Atlantique Nord à Washington, scellant la fondation de l'OTAN. Ainsi, 2 blocs semblent s'être formés, et selon la formule de Churchill, de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Cependant, une mésentente diplomatique va venir briser cette division systématique de l'Europe en 2 camps. En 1945, la Yougoslavie parvient à se libérer par ses propres moyens, grâce à l'action d'une très forte guérilla locale, dominée par les communistes, dirigée par certain Josip Tito. Bien que l'armée rouge ait matériellement aidé à cette libération, les troupes soviétiques n'ont pas eu la possibilité d'investir le territoire yougoslave, comme elles l'ont fait pour les autres pays d'Europe de l'Est.
Cela a pour conséquence une beaucoup plus grande indépendance politique et diplomatique de la part du dirigeant Tito, qui forme alors une république fédérale socialiste à la place de l'ancien royaume de Yougoslavie. Très vite, les premiers désaccords apparaissent avec Moscou. Alors que Tito aide les rebelles communistes en Grèce sans en avertir Staline, il exprime aussi l'idée d'une fédération balkanique, unissant toute la région en un seul État. En janvier 1948, la Pravda, journal officiel du gouvernement de l'Union soviétique, condamne ce projet de fédération titiste. Les dissensions se creusent avec un échange de courriers entre les deux organes dirigeants des deux pays, le Parti communiste de l'Union soviétique et son homologue yougoslave. Durant le printemps 1948, le premier accuse le second de dénigrer le véritable socialisme et d'oublier l'apport indispensable de l'armée rouge dans la victoire de la guérilla yougoslave. Le second réplique alors que le socialisme soviétique ne peut être supérieur au socialisme local et que l'aide de Moscou a été loin d'être déterminante dans la victoire de Tito et de ses troupes. Le 28 juin, le dirigeant yougoslave ne se rend pas au congrès du Cominform. La Yougoslavie en est alors bannie, à cause d'une prétendue dérive nationaliste, et les membres du parti local encore proches du véritable socialisme, celui se basant sur l'Union soviétique, sont appelés à se rebeller et renverser leurs dirigeants. Cependant, et contrairement aux prévisions de Staline, Josip Tito parvient à se maintenir en place et renforce son pouvoir. La rupture entre la République socialiste de Yougoslavie et le reste du bloc communiste est consommée, donnant naissance à un pays non aligné en plein milieu d'un réseau de fer rigide et impénétrable. À la même période, un autre événement semblait confirmer le coup de frein donné aux soviétiques après l'échec du blocus de Berlin et la rupture avec Tito, la victoire des conservateurs grecs face à la guérilla communiste de 1949. En effet, malgré une suprématie politique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les communistes locaux ne purent bénéficier que du soutien de la Yougoslavie, de l'Albanie et de la Bulgarie. L'Union soviétique souhaitant respecter les accords de Yalta, où Staline avait promis de laisser la Grèce dans la sphère d'influence occidentale. Donc, bien que prévu et même accepté par Moscou, ce revers mit un terme à l'expansion de l'idéologie communiste en Europe dans les années d'après-guerre. Désormais, chaque bloc semblait camper sur ses positions. Mais c'était sans compter l'explosion de la première bombe atomique soviétique le 29 août 1949. La réussite de ce test nucléaire propulsait l'URSS à la deuxième place dans la course à l'armement atomique, juste derrière les États-Unis. Pour les dirigeants américains, qui pensaient que la confection de la bombe resterait un secret pour longtemps encore, cette nouvelle fut un grand choc. Désormais, les deux superpuissances étaient sur un pied d'égalité au niveau militaire. La situation stratégique globale de Washington semblait encore s'assombrir le 1er octobre de la même année, lorsque la République populaire de Chine fut proclamée à Pékin par Mao Zedong. Le triomphe des communistes chinois obligea le Kuomintang de Chiang Kai-shek à se réfugier à Taïwan, où la République de Chine, capitaliste, réussit à se maintenir en l'absence de la possibilité d'une attaque amphibie de la part de ses ennemis. En réalité, c'est dans l'ensemble de l'Asie que le communisme semblait se répandre. Au Vietnam, après la proclamation de l'indépendance par le Viet Minh dirigé par Ho Chi Minh, et ce malgré la réinstauration de l'autorité coloniale française dans les villes, une insaisissable guérilla communiste prit le contrôle des campagnes et ne cessa de monter en puissance. Désormais, les indépendantistes marxistes vietnamiens pourront bénéficier du soutien de leurs voisins chinois. Une autre région asiatique voyait alors les tensions monter entre les deux idéologies concurrentes, la Corée. Partagée de facto en deux après la libération conjointe soviéto-américaine des mains de l'Empire du Japon en 1945. Le nord de la péninsule, où stationnait l'armée rouge, devint la République populaire démocratique de Corée, d'idéologie communiste, alors que le sud, occupé par des soldats américains, devint la République de Corée, d'idéologie capitaliste. Bien que des projets de réunification furent tentés, aucun n'aboutirent, et la rivalité entre les deux Corées s'établit très vite dans l'immédiate après-guerre. En effet, chaque gouvernement considérait l'autre comme illégitime, et voyait cette division de la péninsule comme une solution temporaire. Quand il devient clair qu'aucune négociation diplomatique n'aboutirait, et que le Sud était en pleine désorganisation, et ne disposait qu'une force militaire modeste, Kim Il-sung, dirigeant du Nord communiste, se décida à agir. Le 25 juin 1950, son armée traversa le 38e parallèle en direction du Sud. Cette invasion marqua le début de la guerre de Corée, le premier véritable conflit de procuration de la guerre froide. Maintenant, la question était de savoir qui allait gagner le combat, et ainsi unifier la péninsule coréenne, les communistes ou les capitalistes.